Donc, moins 2000 avant Jésus-Christ, c'est l'ère du bélier. Magnifique signe au passage, évidemment. Non, pas magnifique signe. Non. Le Sublime. plus merveilleux. Ah oui. Ascendant sublime. Ouais, je pense que tu as raison. En En comment toute Ouais. objectivité. Ah, bah, Elles se font complète objectivité, dire. évidemment. Donc ère du bélier, eh ben, je crois qu'il y a des béliers un peu partout, Karnak, etc. Et cette représentation, je crois aussi en Chine, bon, il y a évidemment derrière la symbolique de l'animal, il y a la naissance d'un nouveau feu qui est là. Et le Christ arrive, il marche sur les eaux. Je le répète toujours, Pierre lui dit, t'es bête parce qu'elle est vachement bonne. Mais c'est symbolique, évidemment. C'est-à-dire qu'il va séparer les eaux d'en haut, d'en bas, à sa manière aussi. Il va créer donc une relation, je dirais, particulière de chaque individu, comme l'a fait le Bouddha avant. Donc, chaque être humain peut découvrir maintenant le royaume des cieux qui est en lui. Si ce n'est pas de la psychanalyse avant la lettre, ça peut bien être pendu. Et c'est ce que va reprendre notre ami Jung, donc le psychologue zurichois, avec l'individuation, l'homme à la découverte de son âme. Et on continue. Et bien aujourd'hui, c'est descendu dans, maintenant, peut-être les couches, on pourrait dire, tout à fait quotidiennes du socio-culturel, des cultures et des sociétés. Et là, à mon avis, ça va quand même animer un petit peu les chaumières. Enfin. Donc ça commence comme ça. Je répète ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. L'univers est en nous, la planète Terre et le monde est en nous. Nous sommes en même temps des individus à part entière, indivisibles et uniques. Et en même temps, nous sommes des cellules d'une dimension planétaire, donc en tant que terrien. C'est cette confrontation à cette nouvelle conscience, à mon avis, qui est en jeu. Et derrière l'émancipation des peuples, on va avoir derrière le côté, je dirais, libération des dictatures sur un certain plan. Il y a une aspiration à une toute autre créativité. Et ça prendra quelques générations, voire même quelques décennies, et même peut-être quelques siècles. Et je me demandais si ce n'était pas le rôle particulier de ce passeur Chiron, parce qu'il faut savoir qu'astronomiquement parlant, Chiron, vous ne pouvez plus créer de cycles réguliers avec Chiron, entre guillemets, avant le 7e siècle de notre ère, et après le 23e siècle. Chiron a une incohérence, donc je vais expliquer après, d'orbite. Il ne tourne pas autour du Soleil, et donc d'une manière tout à fait classique, vous allez voir pourquoi. C'est une sorte de messager particulier qui oscille entre l'orbite de Saturne et l'orbite d'Uranus. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de Neptune en 1848 et des mouvements insurrectionnels qui sont passés dans toute l'Europe et qui ont été en relation mais avec tellement de choses, parce qu'en même temps aux États-Unis, les sœurs Knox, en même temps que Neptune était découvert, les sœurs Knox, vous avez bien connu. Non, vous n'avez pas connu. Bon, ben, les sœurs Knox sont des sœurs qui ont fait tourner les tables, donc ont créé grosso modo autour d'elles le mouvement Spirit, qui a extrêmement proliféré dans tous les États-Unis et qui est aussi en relation très étroite, dans une mentalité encore un petit peu indifférenciée, avec l'hypnose, puisque M. Charcot va travailler l'hypnose et va commencer à soigner à la Salpêtrière à Paris avec l'hypnose. Jung et Freud vont d'ailleurs s'y former. Janet, que vous connaissez, qui est un neurologue d'origine suisse, je crois. Pierre Janet, donc, va aussi prendre le relais, etc., etc. Et cette hypnose, elle est en relation avec les travaux de Mesmer au XIXe siècle et ces mouvements spirites. Il y a énormément de mouvements, on va dire, de fraternité secrète, donc, qui vont se créer autour de la médiumnité, autour le mouvement du martinisme, le mouvement qui a été créé par Papus, Gérard d'Ancos, etc. Donc, il y a beaucoup d'extase, beaucoup de mouvements un peu particuliers, Oswald Wirth, etc., etc. Puis il y a un médecin suédois qui s'appelle Swedenborg, qui rencontre les esprits, qui va écrire beaucoup. Il y a beaucoup d'occultisme qui va d'ailleurs être un schisme entre Jung et Freud, par exemple. Freud va dire il ne faut surtout pas que vous mettiez la main dans la boue vaseuse et nauséabonde de l'occultisme. Il va lui interdire, alors que Jung, lui, il est passionné
de tout cela. C'est un truc classique. Quand Jung et Freud se rencontrent un jour pour une grande discussion, et au moment où Freud va adouber Jung en lui disant « Enfin, vous êtes mon fils spirituel, je vous reconnais. » Ok. Eh bien, il y a Jung qui est pris par une chaleur dans le ventre terrible, et il sent qu'il y a un truc qui bon. Et là, l'armoire de Freud, ça se passe chez Freud, l'armoire craque très très fortement, mais on croit qu'elle va se péter. Ok. Et ça réveille tout. Alors évidemment, il y a Jung qui interprète ça à sa manière, et Freud, alors c'est le pur hasard et tout. Seulement, il va craquer plusieurs fois. Et Jung va lui dire, ça c'est dans les comptes rendus, il y a un livre qui vient de sortir sur Jung qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est en relation avec la vie spirituelle. C'est le livre blanc, donc Jung, on rapporte ses propos, donc Jung va dire à Freud, mais vous savez, c'est pas fini, ça va se reproduire dans quelques instants, s'il a toujours mal au ventre, et 2 secondes après, ça pète encore plus fort, enfin bon. Alors ça, c'est un phénomène que Jung appellera la synchronicité. Vous savez, ça arrive toujours, la synchronicité, c'est quand, par exemple, vous êtes en train de lire un livre sur, je sais pas, vous êtes en train de lire cette phrase, et le château se retrouva en ruine. Okay. Et juste à côté, il y a le contrôleur qui passe, donc, et qui parle avec son copain, qui dit, de toute façon, vous achetez un château en ruine. Et apparemment, il n'y a pas de connexion. Et en fait, il y a une énorme connexion qui se fait. Et voilà. Comme aujourd'hui, par exemple, une synchronicité, quand tu es arrivé, quand tu es parti plutôt, l'autre personne qui est arrivée après, elle cherchait quelqu'un qui chante. Et elle ne savait pas que tu étais là, évidemment. Donc, elle a pris ton CD, etc. Et voilà. Et hier soir, elle s'est dit, bon, dans ma vie actuelle, il faut que je change quelque chose, je vais prendre contact. Elle prend contact avec quelqu'un qui lui dit, oh, mais vous allez rencontrer très rapidement quelqu'un qui chante. Hier soir. Et là, aujourd'hui, elle te rend. Alors ça s'appelle pas la synchronicité véritable, mais c'est quand même une connexion de temps, ok, parce que quand elle est venue, évidemment, elle ne savait absolument pas que tu allais être là. C'est pour donner, ça vous est arrivé, vous décrochez le téléphone, vous voulez téléphoner à votre grand-mère, par exemple, hein, mamie gâteau, ok, vous avez toute une grand-mère mamie gâteau, c'est sûr, ok. Bon, donc vous téléphonez à la grand-mère et au moment où vous téléphonez, c'est elle qui est au bout du fil, quand vous décrochez le combiné. Ça, c'est des phénomènes très, très neptuniens, très, on pourrait dire, dans une connexion d'espace-temps qui n'existe plus, au sens où on l'entend classiquement. Donc, on est dans des champs de résonance, parce que nous savons bien, nous vivons plusieurs temps à la fois. Enfin, on ne va pas se mettre à danser donc la valse spirituello-cosmico-érotico-galactique. Quoique. Elle a l'air sympathique. Oui, elle a l'air sympathique, oui. Ok. On va donc très rapidement terminer ce préambule sans savon pour vous dire que vous avez compris, je crois, qu'actuellement, il y a une conjonction, donc Neptune-Chiron, qui se fait au tout début du Poisson. Vous êtes d'accord? Oui. Elle rentre dans les Poissons. Donc, nous allons tous regarder dans nos thèmes ce que peut bien faire cette conjonction, c'est un transit, c'est-à-dire ça se passe dans le ciel actuellement, en résonance avec notre Neptune natal et notre Chiron natal, en sachant qu'il y a une énorme relation, on pourrait dire presque paternelle, entre Neptune et Chiron, dans le mythe. Tous les deux sont des guérisseurs. Mais Neptune est un guérisseur au sens christique du terme, au sens d'amener l'individu à se brancher avec une extase, c'est-à-dire sortir d'un état de stase et de pouvoir découvrir à travers des états altérés de conscience qui peuvent être très dangereux, puisque Neptune va être en relation avec les drogues, avec l'alcool, avec toutes les expériences de folie non contrôlées. Mais quand il est bien vécu et avec certains types de contrôle, on ne peut pas contrôler l'océan, oui. On ne peut pas mettre un barrage dans l'océan, c'est pas possible. Mais on peut s'harmoniser, surfer, nager, épouser, ok, cet océan. Donc ça veut dire que c'est un inconscient collectif et bien plus que ça, dans lequel nous baignons, et vouloir s'y jeter corps et âme, c'est comme le poisson éponge dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est se noyer à coup sûr. Donc il faut rencontrer Neptune à travers une voie.